Au dîner de famille, on m'offre un cadeau, un prêt de 100 000 € pour mes nièces. Mon père a dit, tu dois payer ça. Quand j'ai refusé, ma sœur m'a jeté son verre au visage, et ma mère? On m'a tendu un cadeau lors d'un dîner de famille. Dedans, il n'y avait pas un bijou, mais un contrat. Un prêt de 100 000 € à mon nom. Mon père a dit, tu dois payer. Quand j'ai refusé, ma sœur m'a jeté son verre au visage, et ma mère a simplement regardé ailleurs. Cette soirée n'était pas un accident. C'était l'aboutissement de 31 années de ma vie. Cette histoire est la mienne, et elle a changé ma vie pour toujours. Avant de vous raconter en détail comment j'en suis arrivée là, comment j'ai survécu à ce conflit familial intense, dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez. Quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adore voir jusqu'où mes histoires voyagent et connectées avec vous. Maintenant, revenons au début. Je m'appelle Léonie. J'ai 31 ans. Si ma famille était une vieille horloge comptoise, je serais le balancier. Celui qui oscille sans relâche, dans l'ombre, pour que les aiguilles, elles, puissent briller sous la lumière. Je suis l'experte en analyse de données dans une start-up lyonnaise, un métier où les chiffres et la logique sont rois. Les chiffres ne mentent pas. Ils ne manipulent pas. Ils sont ce qu'ils sont, une vérité froide et rassurante, tout le contraire de ma famille. Je vis dans un petit appartement sur les pentes de la Croix-Rousse. C'est un quartier vivant, un peu bohème, où les murs racontent des histoires d'artisans et de révoltes. C'est mon refuge. Avec mon petit ami, Bastien, nous avons un rêve secret, un projet qui nous anime chaque jour. Nous économisons pour acheter un ancien appartement de Canu, ces logements d'ouvriers de la soie avec leurs immenses fenêtres et leurs plafonds à la française. Nous nous imaginons déjà en train de poncer le parquet, de peindre les murs, de redonner vie à un lieu chargé d'histoire. Ce projet, c'est notre bulle, notre futur, la preuve tangible que je construis quelque chose pour moi, loin des attentes des autres. Ma famille, elle, vit à Écully, dans une grande maison en pierre de taille avec un jardin parfaitement entretenu. Un autre monde. Ma sœur aînée, Coralie, a 36 ans. Elle ne marche pas, elle fait une entrée. Mariée à un homme que je vois rarement mais dont j'entends souvent parler des succès, elle est la vitrine de la réussite familiale. Mon petit frère, Germain, 27 ans, est le charmant épilogue. Toujours en retard, toujours avec une bonne excuse, toujours pardonné. Et puis il y a moi. La pièce du milieu. La responsable. Celle qui se souvient des anniversaires, qui apporte le bon vin, qui s'assure que les factures des parents sont payées à temps. Pendant des années, j'ai cru que c'était ça, l'amour, être utile. J'ai confondu ma fonction avec mon identité. Ce dimanche matin, mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Un message de ma mère, Martine, sur le groupe WhatsApp familial. Dîner dimanche soir à la maison. 19h30 pétante. Gros bisous, suivi d'une avalanche d'émojis fleurs et cœurs. Un message anodin pour n'importe qui. Pour moi, c'était une convocation. Mon estomac s'est noué instantanément. Une partie de moi détestait ces dîners. La nourriture délicieuse, les sourires de façade, les conversations qui glissent sur les sujets importants comme l'eau sur une toile cirée. Mais une autre partie, une partie faible que je méprisais, en avait besoin. Parce que c'était souvent le seul moment où je me sentais indispensable, et dans ma famille, être indispensable était la seule façon de se sentir aimé. C'était mon rôle, ma raison d'être. Ou du moins, c'est ce que j'avais fini par croire. J'ai fixé l'écran, les émojis dansant devant mes yeux. Cette fausse gaieté ne trompait personne, et surtout pas moi. Je sentais une tension sous-jacente dans le silence des autres membres du groupe. Pas de réponse enthousiaste de Coralie, pas de blague de Germain. Juste mon message, suspendu dans le vide numérique. J'ai répondu, bien sûr, à dimanche, ajoutant un émoji souriant pour jouer le jeu. Mais en appuyant sur « Envoyer », j'ai eu la sensation désagréable de resserrer moi-même les mailles du filet qui m'emprisonnaient. Je ne savais pas encore que ce simple message était le début de la fin. Ou peut-être, finalement, le véritable début de tout. Le nœud dans mon estomac ne s'est pas desserré de la journée. Chaque heure qui passait me rapprochait du dîner, et l'anxiété montait comme une marée. J'ai appelé Bastien. Il a décroché à la deuxième sonnerie,
Sa voix chaude et calme a immédiatement eu un effet apaisant. Il n'a pas eu besoin que je parle longtemps. Le dîner dominical, a-t-il simplement demandé. Oui. Maman est trop enjouée. C'est suspect. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, un silence compréhensif. Bastien ne jugeait jamais ma famille, mais il voyait clair dans leur jeu. Il voyait surtout les cicatrices que leur manipulation laissait sur moi. Écoute, Léonie, a-t-il repris doucement. Tu te souviens de mon ex, Chloé? Je t'ai raconté comment j'ai passé 2 ans à essayer d'être son chevalier servant, à la sauver de sa propre famille toxique. Je me suis battu pour elle, contre elle parfois. Résultat? Je l'ai perdue, et je me suis perdu moi-même. J'ai appris une leçon douloureuse, on ne peut pas mener les batailles des autres. Ces mots m'ont touché. Ce n'était pas un reproche, mais une confession. Je ne peux pas combattre pour toi, mon amour. Je ne peux pas aller à Écully et leur dire leurs 4 vérités. Mais je peux t'aider à affûter ton épée. Je serai là quand tu rentreras, quel que soit le résultat. Je serai ta base arrière. Cette conversation a tout changé. Il ne me disait pas quoi faire, il me donnait la permission d'être forte par moi-même. Nous avons passé 1 heure au téléphone. Comme un coach préparant son athlète, il m'a fait répéter des phrases. Des phrases simples, mais qui me paraissaient aussi difficiles à prononcer qu'une langue étrangère. Ce n'est pas dans mon budget. Je dois y réfléchir. Non, je ne peux pas, la plus importante, m'a-t-il dit, était, tu n'as pas besoin de te justifier. Ton non est suffisant. Alors que je raccrochais, me sentant un peu plus solide, mon téléphone a de nouveau vibré. Un message de Coralie. Mais il ne m'était clairement pas destiné. C'était le genre de « fausse erreur » qu'elle maîtrisait à la perfection. Ne t'inquiète pas, chérie. Léonie va régler ça. C'est son rôle, après tout. Elle dit toujours oui. J'ai imaginé qu'elle envoyait ça à son mari. Le « ça » était vague, mais je savais précisément de quoi il s'agissait. Le sang m'est monté à la tête. Ce n'était pas une simple demande à venir, c'était une conspiration. J'étais le point principal de leur ordre du jour. La rage a commencé à remplacer l'anxiété. Une rage froide, déterminée. C'est son rôle. Cette phrase tournait en boucle dans ma tête. J'ai marché jusqu'à ma penderie. J'ai ignoré mes robes habituelles, douces et confortables. J'ai sorti un pantalon noir, bien coupé, une chemise en soie blanche et une veste de blazer. Mon uniforme de combat. Ma tenue de présentation client. Une armure. En m'habillant, je me regardais dans le miroir. Je ne voyais plus la gentille Léonie, la fille arrangeante. Je voyais une femme de 31 ans qui était sur le point de reprendre le contrôle de sa propre vie. J'ai pris mes clés, mon sac, et une bonne bouteille de Saint-Joseph que j'avais achetée pour mon père. Un dernier vestige de la fille que j'étais. En fermant la porte de mon appartement, j'ai eu une vision fugace de mon futur, de l'appartement de Canu, de la lumière entrant par les grandes fenêtres. Ce n'était pas seulement un rêve. C'était un objectif. Et personne, pas même ma propre famille, n'allait se mettre en travers de mon chemin. Je suis descendue dans la rue, l'air frais de la Croix-Rousse me fouettant le visage. J'ai démarré ma voiture. En conduisant vers Écully, je me suis sentie comme une soldate partant au front. Je ne savais pas quelle forme prendrait la bataille, mais pour la première fois, j'étais prête. Je ne savais juste pas à quel point ils avaient minutieusement préparé leur plan d'attaque. Traverser Lyon un dimanche soir a quelque chose de mélancolique. Les rues se vident, la ville semble retenir son souffle avant la reprise de la semaine. Mais ce soir-là, la seule chose que je retenais, c'était le mien. En quittant l'atmosphère créative et un peu chaotique de la Croix-Rousse pour les avenues larges et silencieuses d'Écully, j'avais l'impression de changer de monde. Et c'était le cas. Je quittais mon territoire pour entrer dans le leur. La maison de mes parents était illuminée de toutes ses fenêtres, comme un phare dans la nuit. Une mise en scène parfaite. J'ai garé ma petite voiture derrière le SUV imposant de Coralie. J'ai pris une profonde inspiration avant de couper le contact. L'air dans l'habitacle était devenu rare. Tu n'as pas besoin de te justifier, me suis-je répété comme un mantra. À peine avais-je sonné que ma mère a ouvert,
un grand sourire figé sur le visage. Léonie. Ma chérie. Tu es là. Son étreinte était rapide, presque chorégraphiée. Elle sentait le parfum cher et un soupçon de lac. Derrière elle, mon père, Didier, m'a gratifié d'un hochement de tête et d'un « bonsoir » qui se voulait chaleureux mais qui sonnait creux. Germain est arrivé en dernier, me donnant une tape amicale dans le dos. Ça va la bosseuse? Toujours en train de compter tes sous? La soirée commençait bien. L'intérieur était impeccable. La table était dressée avec la vaisselle des grands jours. Tout criait l'effort, la performance. Nous nous sommes assis, et la pièce de théâtre a commencé. Acti, l'apéritif. On a parlé de la pluie et du beau temps, du dernier film que personne n'avait vraiment aimé, du nouveau restaurant que Coralie voulait essayer. Des conversations de surface, conçues pour ne froisser personne et pour masquer le véritable enjeu de la soirée. Acte 2, le dîner. Ma mère a apporté son fameux poulet rôti du dimanche. La nourriture était, comme toujours, délicieuse. C'était l'arme secrète de ma mère, elle vous désarmait avec un bon plat avant de vous porter le coup de grâce. La conversation a commencé à se rapprocher dangereusement du sujet. Alors, Manon et Inès sont absolument extraordinaires à l'école, a commencé ma mère, les yeux brillants. Leurs maîtresses disent qu'elles ont un potentiel incroyable. Coralie a enchaîné, comme si elles avaient répété. C'est vrai. Mais on sent qu'elles s'ennuient un peu. L'école publique, c'est bien, mais ça ne les pousse pas assez. Mon père a alors posé ses couverts. C'était un signal. Le silence s'est fait. Il s'est tourné vers moi. Et toi, Léonie, ton travail? Toujours aussi passionnant? L'analyse de données, ça doit bien gagner, non? C'est un métier d'avenir. Je me suis sentie comme un témoin subissant un interrogatoire. Chaque question était une sonde, une tentative d'évaluer mes ressources. Ça va, je ne me plains pas, ai-je répondu, la voix neutre. Germain, avec sa maladresse habituelle, a ajouté, en tout cas, t'as pas l'air de dépenser beaucoup. Ton appart est minuscule et ta voiture, on en parle? Je lui ai lancé un regard noir, mais il n'a rien vu, trop occupé à se resservir du gratin. Le reste du repas s'est déroulé dans cette atmosphère lourde, chargée de non-dits. Je sentais leur regard sur moi, analysant chacune de mes réactions. J'essayais de rester impassible, de manger lentement, de me concentrer sur le goût du romarin sur les pommes de terre. Mais à l'intérieur, c'était une tempête. Ils posaient les pièces de leur échiquier, et j'étais le roi qu'ils s'apprêtaient à mettre en échec. Le dessert est arrivé. Une tarte aux pralines, ma préférée. Une dernière tentative de m'adoucir. Après le café, alors que je pensais pouvoir enfin m'échapper, mon père s'est raclé la gorge. Le signal final. Ma mère a posé sa main sur la mienne, son contact était froid malgré son sourire chaleureux. Léonie, ma chérie, a-t-elle commencé, sa voix douce et mielleuse. Nous avons une petite chose à te proposer. Une opportunité merveilleuse pour toute la famille. Mon cœur a raté un battement. Ça y était. Le rideau allait se lever sur l'acte final. Et je savais que je n'allais pas aimer la fin de la pièce. Le silence qui a suivi la phrase de ma mère était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Mon père s'est levé, s'est dirigé vers le buffet du salon avec une lenteur cérémonieuse, et en est revenu avec une boîte rectangulaire recouverte de velours bleu nuit. Il l'a posée sur la table, exactement devant moi. Ce n'était pas une boîte à bijoux. C'était une boîte à documents. Une boîte à problèmes. C'est pour toi, a dit mon père, son ton grave, comme s'il me faisait un honneur immense. Mes mains tremblaient légèrement alors que j'ouvrais le couvercle. À l'intérieur, pas de satin, mais une liasse de papier immaculé, reliée par une spirale élégante. Sur la première page, en lettres capitales et dans une police de caractère sérieuse, était inscrit « Convention de contribution éducative familiale ». Mon cerveau a mis quelques secondes à traduire. C'était un contrat. J'ai levé les yeux vers eux. Ma mère avait un sourire extatique. Coralie affichait une suffisance à peine voilée. Mon père me regardait avec une intensité qui me glaçait le sang. « Lis-le » m'a-t-il ordonné doucement. J'ai tourné la première page. Les chiffres m'ont sauté au visage,
imprimé en gras pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. 100 000 euros. 100 000 euros. Répartis en mensualité sur 5 ans. Mon souffle s'est coupé. C'était la somme exacte des frais de scolarité pour 2 enfants dans la plus prestigieuse école privée de la région, l'Institut Saint-Exupéry. J'ai vu la brochure de l'école glisser juste derrière le contrat, colorée et brillante, vantant ses programmes bilingues, ses voyages scolaires à l'étranger et son taux de réussite de 100% au baccalauréat. Coralie a pris la parole, sa voix pleine d'une fausse modestie. On a longuement réfléchi. On veut offrir le meilleur à Manon et Inès. C'est une chance unique pour elles. Et on a pensé à toi, Léonie. Toi qui as si bien réussi, qui es si douée avec l'argent. C'était une flatterie empoisonnée. Ma mère a renchéri. Pense à ça comme un investissement, ma chérie. Un investissement dans le futur de tes nièces, dans le futur de notre famille. C'est un cadeau que tu leur fais. Un cadeau. Ils appelaient ça un cadeau. Un cadeau qui allait anéantir mon projet d'appartement, mes économies, ma liberté financière pour les 5 prochaines années. Mon père a conclu, avec l'autorité de celui qui ne conçoit même pas qu'on puisse le contredire. C'est une simple formalité. Une façon de mettre les choses au clair, pour qu'il n'y ait pas de malentendu. C'est une responsabilité que tu as, en tant que membre de cette famille qui a réussi. La nausée m'est montée à la gorge. La responsabilité. Le mot qu'ils avaient toujours utilisé pour justifier leur demande. La manipulation était si évidente, si grossière, que j'en étais presque stupéfaite. Ils ne me demandaient pas de l'aide. Ils m'imposaient une dette. Je suis restée silencieuse, fixant le contrat. C'était une œuvre d'art de la manipulation. Chaque clause était formulée pour me faire sentir coupable si je refusais. Ils avaient tout prévu. Le montant, l'échéancier, même le nom de l'école. Que auriez-vous fait à ma place ? C'est une question que je me suis posée des milliers de fois depuis. Quand votre propre famille vous tend un piège aussi parfait, quand ils utilisent l'amour comme une arme, que faites-vous ? Dites-le moi dans les commentaires, je suis vraiment curieuse de savoir comment vous auriez réagi. Alors que j'étais perdue dans mes pensées, horrifiée, ma mère a ajouté la touche finale, celle qui a transformé la situation de cauchemardesque à surréaliste. Ah, et pour que tout soit simple et rapide, a-t-elle dit avec un sourire radieux, comme si elle m'annonçait une excellente nouvelle. J'ai demandé à Maître Aubert, notre notaire, de passer vers 21h. Juste pour officialiser tout ça. Il ne devrait plus tarder. Le piège venait de se refermer. Ils n'avaient pas seulement préparé un contrat. Ils avaient fait venir un notaire. Ce n'était plus une discussion de famille. C'était une exécution. Le tic-tac de l'horloge du salon semblait soudain assourdissant. Chaque seconde qui passait me rapprochait de l'arrivée du notaire, de l'instant où je devrais donner ma réponse. Mais ma tête n'était plus à Écully. Elle était partie, loin en arrière, dans un tourbillon de souvenirs. Des souvenirs qui, mis bout à bout, dessinaient la carte de ma prison dorée. J'ai 15 ans. Je viens de recevoir ma première paie après avoir passé tout l'été à servir des glaces sur les quais de Saône. 300 €. Une fortune. Je me vois déjà acheter ce télescope que je convoite depuis des mois. Une semaine plus tard, Germain, qui vient d'avoir son scooter, le dérape contre un muret. Le phare est cassé, la carrosserie rayée. Mes parents sont furieux, mais leur colère se tourne vite vers moi. Il est si jeune, si impulsif, dit ma mère. Toi, Léonie, tu es si raisonnable. Tu ne voudrais pas l'aider ? Juste cette fois. J'ai donné mes 300 €. Je n'ai jamais eu mon télescope. C'était ma première facture. J'ai 19 ans, je suis en première année de fac. Je vis dans une chambre d'étudiant de 9 mètres carrés. Coralie, elle, est dans une école de commerce privée et a un appartement bien plus grand. Un jour, mon père débarque dans ma chambre. Il a l'air grave. Il me tend un avis d'expulsion. C'est pour l'appartement de Coralie. Elle a 2 mois de loyer de retard. Elle a eu des dépenses imprévues, dit-il en évitant mon regard. Si ça se sait, ça va lui porter préjudice pour la suite. Toi, tu as une bourse, tu travailles le week-end. J'ai vidé mon compte en banque. J'ai mangé des pâtes au beurre pendant 2 mois.
J'ai payé 800 €. C'était la deuxième facture. J'ai 25 ans. Je viens de signer mon premier CDI. Je suis fière, je me sens enfin en sécurité. Mes parents m'invitent au restaurant pour fêter ça. Au milieu du repas, mon père soupire. La toiture de la maison, il y a des infiltrations. Les devis sont exorbitants. Ma mère ajoute, on ne sait pas comment on va faire. Le message est clair. J'ai la naïveté de croire à leur détresse. Je leur propose un prêt. 5 000 €. On te remboursera dès que possible, ma chérie, promet ma mère. Je n'ai jamais revu cet argent. Troisième facture. Le souvenir le plus douloureux remonte à l'année dernière. Bastien et moi avions prévu notre premier vrai voyage ensemble. Rien d'extravagant, juste une semaine au Portugal, dans une petite maison louée près de la mer. Nous en parlions depuis des mois. La veille du départ, alors que nos valises étaient presque prêtes, ma mère m'appelle, en larmes. C'est Coralie, son mari a perdu un gros contrat, elle est dévastée, elle ne peut plus payer la compte pour le stage de poney de Manon. La petite va avoir le cœur brisé. La somme était de 1 500 €. Une somme que je n'avais pas. Mais ma mère a insisté, pleuré, m'a fait culpabiliser. Tu préfères ton petit voyage à la joie de ta nièce? J'ai cédé. J'ai annulé le voyage. J'ai menti à Bastien, lui inventant une urgence professionnelle. Je n'ai jamais osé lui avouer la vérité. La honte était trop grande. La honte d'être si faible. La honte de faire passer les caprices de ma sœur avant mon propre bonheur, avant mon couple. C'était la facture la plus chère, non pas en euros, mais en estime de moi. Ces souvenirs n'étaient pas des événements isolés. C'étaient des jalons. Des étapes dans mon éducation. On ne m'avait pas appris à aimer, on m'avait appris à payer. Chaque « je t'aime » était conditionnel. Chaque service rendu était un dû. Il n'avait pas construit une famille, mais un système de dépendance où j'étais la ressource inépuisable. Le visage de Bastien m'est apparu, le jour où il a découvert mon fichier Excel secret nommé « Dépenses familiales ». Il n'avait pas montré de colère, juste une immense tristesse. Tu suis tout à la trace, Léonie, mais tu ne fermes jamais le robinet. Il avait raison. Je notais tout, comme pour me prouver que je n'étais pas folle, que l'abus était réel. Mais je n'agissais jamais. Le contrat posé devant moi n'était pas une demande. C'était la facture finale. La somme de toutes les autres. 100 000 € pour solder 31 années de service rendu. Mais cette fois, quelque chose était différent. Cette fois, je n'étais plus seule. J'avais la voix de Bastien dans ma tête. Et j'avais le souvenir amer d'un voyage au Portugal que je n'avais jamais fait. Le brouillard des souvenirs s'est dissipé, me laissant face à la réalité crue de la salle à manger. Le sourire de ma mère. Le regard autoritaire de mon père. La suffisance de Coralie. Ils attendaient. Ils étaient 6 sur 2. Ils avaient joué cette scène tant de fois, sous différentes formes, et j'avais toujours fini par suivre leur scénario. Mais ce soir, l'actrice principale avait décidé de réécrire son rôle. La voix de Bastien résonnait en moi, claire et forte, tu n'as pas besoin de te justifier. J'ai posé mes mains à plat sur la table pour les empêcher de trembler. J'ai inspiré lentement, sentant l'air remplir mes poumons comme un carburant. J'ai regardé chacun d'entre eux, un par un, droit dans les yeux. D'abord ma mère, dont le sourire a commencé à se figer en voyant mon expression. Puis mon père, dont les sourcils se sont froncés, surpris par mon silence prolongé. Puis Coralie, qui a levé un sourcil, impatiente. Et enfin Germain, qui, pour une fois, ne souriait plus. Non. Le mot est sorti de ma bouche. Pas un cri, pas un murmure. Juste un mot. Calme, posé, définitif. Un mot de 3 lettres qui pesait plus lourd que les 31 années de « oui » qui l'avaient précédé. Le silence qui a suivi était assourdissant. C'était comme si j'avais jeté une pierre dans un lac parfaitement immobile. Les ondes de choc se propageaient lentement. Coralie a été la première à réagir. Elle a éclaté d'un rire nerveux, un rire qui sonnait faux. Très drôle, Léonie. Vraiment. Tu nous as bien eus. Allez, signe maintenant, Maître Aubert va arriver.
Elle a poussé le stylo vers moi. Je ne l'ai pas touché. J'ai répété, en articulant chaque syllabe, pour qu'il n'y ait aucune place au doute. Je ne signerai pas, puis j'ai ajouté, ma voix gagnant en assurance. Mon argent, que j'ai gagné en travaillant dur, servira à construire mon avenir, pas à financer le vôtre. Mes rêves ont de la valeur. Mon projet d'appartement avec Bastien a de la valeur. Ma vie a de la valeur. Je ne la sacrifierai plus pour payer le prix de vos choix. J'avais mentionné Bastien. J'avais mentionné mon projet. J'avais tracé une ligne dans le sable. D'un côté, ma vie. De l'autre, leurs attentes. Le visage de ma mère s'est décomposé. Mais, Léonie, c'est pour tes nièces. Tu ne les aimes donc pas? C'était l'arme ultime. La culpabilisation par l'amour des enfants. J'adore Manon et Inès, ai-je répondu, ma voix se brisant à peine. Et c'est justement parce que je les aime que je refuse de participer à ce système malsain. Je ne veux pas qu'elles apprennent que l'amour s'achète ou que les relations sont basées sur des transactions financières. Le visage de mon père s'est empourpré. Il n'était plus surpris. Il était furieux. Il a tapé du poing sur la table, faisant sursauter tout le monde. Léonie. Ça suffit, a-t-il grondé, sa voix de patriarche habitué à être obéi. Ce n'est pas une discussion. C'est ta responsabilité. Nous t'avons tout donné. Tout donné? J'ai failli rire. Où est-ce que vous m'avez tout pris? Mon temps, mon énergie, mon argent, mon estime de moi. Ce soir, je dis stop. Le robinet est fermé. C'était la déclaration de guerre. Je le savais. J'avais brisé le pacte tacite qui régissait notre famille depuis ma naissance. J'avais refusé de jouer mon rôle. Et dans notre pièce de théâtre familiale, un acteur qui sort du scénario ruine toute la représentation. La fureur dans leurs yeux me disait que les conséquences allaient être terribles. Mais pour la première fois de ma vie, j'étais prête à les affronter. La guerre était déclarée. Mon « non » n'était plus une simple réponse, c'était une agression, une trahison à leurs yeux. L'ambiance feutrée du dîner a volé en éclats, remplacée par une fureur brute. Comment oses-tu, a sifflé Coralie, son visage déformé par la rage. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Ce que tu as fait pour moi, ai-je rétorqué, l'incrédulité me donnant une force nouvelle. Coralie, quand as-tu fait quelque chose pour moi sans qu'il y ait un intérêt pour toi derrière? Ma mère s'est levée, les mains sur le cœur, jouant la grande scène du martyr. Léonie, tu nous brises le cœur. Nous sommes une famille. Les familles s'entraident. S'entraider, oui, ai-je crié, ma voix montant pour la première fois. Pas se vampiriser. Il y a une différence entre un coup de main et une transfusion sanguine permanente. Le mot « vampiriser » a eu l'effet d'une bombe. Mon père s'est levé à son tour, sa grande silhouette me dominant. Tu vas immédiatement retirer ce que tu viens de dire et t'excuser. Tu nous manques de respect. Le respect, ça se mérite, ai-je lancé, défiante. Il ne s'impose pas. Germain, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a finalement parlé. Oh, Léonie, arrête ton cinéma. C'est que de l'argent. T'en as plein, de toute façon. Cette phrase, venant de lui, le parasite charmant, a été la goutte d'eau. Que de l'argent, ai-je répété, ma voix tremblante de colère contenue. C'est mon temps, Germain. C'est mes heures de travail, mes nuits blanches, mes sacrifices. C'est le voyage au Portugal que je n'ai jamais fait parce que j'ai dû payer les caprices de ta sœur. J'avais lâché la bombe. Le secret que je gardais depuis 1 an. Bastien. Le voyage. Le mensonge. Le silence est retombé, lourd de sens. Coralie m'a regardé, les yeux plissés. Elle a compris. C'est à cause de lui, n'est-ce pas, a-t-elle craché. C'est ce Bastien qui te monte la tête. Il te retourne contre ta propre famille. Bastien n'a rien à voir là-dedans, ai-je dit froidement. Il m'a juste aidé à ouvrir les yeux que je gardais volontairement fermés. Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est cette famille. C'est ce système que vous avez mis en place. C'était la phrase de trop.
Celles qui remettaient en question leur monde, leur identité. Coralie a eu un mouvement que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas réfléchi. C'était pur, instinctif. Une rage animale. Elle a attrapé son verre de vin rouge, celui qu'elle tenait encore à la main. Et elle l'a projeté vers moi. Ce n'était pas juste le contenu. C'était le verre entier. J'ai eu un mouvement de recul instinctif, mais trop tard. Le verre s'est écrasé sur ma poitrine. Le choc. Le bruit du verre qui explose. La sensation du liquide froid et collant qui s'infiltre à travers ma chemise en soie. Des éclats de verre sont tombés sur la table et sur le sol. Une tache rouge vif, comme du sang, s'est immédiatement formée sur mon chemisier blanc. C'était surréaliste. Ma mère a poussé un cri. Mon père a hurlé, « Coralie !» Mais le mal était fait. La violence physique avait fait son entrée dans la pièce. La dernière barrière de la civilité venait de tomber. Je suis resté figé, le souffle coupé, regardant la tache rouge s'étendre sur ma poitrine. Et c'est à ce moment précis, dans ce chaos absolu, que la sonnette de la porte d'entrée a retenti. 2 coups. Net. Précis. Le son a traversé le silence tendu qui avait suivi l'explosion du verre. Tout le monde s'est immobilisé, comme des statues dans une tragédie grecque. Qui pouvait bien sonner à cette heure, au milieu de cet enfer? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le son de la sonnette a agi comme un électrochoc. Pendant 1 seconde, personne n'a bougé. Le temps était suspendu. J'étais là, debout, la poitrine maculée de vin, des éclats de verre à mes pieds. Coralie me fixait, la main encore en l'air, le visage blême de sa propre audace. Mon père avait la bouche ouverte, incapable de formuler un mot. C'est ma mère qui a rompu le charme. La panique dans les yeux. L'arrivée d'un témoin extérieur était son pire cauchemar. Elle a jeté un regard affolé autour d'elle, comme pour trouver un moyen de rembobiner les 5 dernières minutes. Je vais ouvrir, a-t-elle balbutié en lissant nerveusement sa robe. Elle a traversé le salon en titubant presque, a ouvert la porte. Un homme d'une 50aine d'années, élégant dans son costume sombre, se tenait sur le seuil, une mallette en cuir à la main. « Bonsoir, madame », a-t-il dit d'une voix posée. « Maître Pascal Aubert. J'ai rendez-vous. » Le notaire. Bien sûr. Dans le drame, j'avais oublié le point culminant de leur plan. Maître Aubert est entré, et son regard a immédiatement balayé la scène. Un professionnel habitué à lire les situations en un clin d'œil. Il a vu mon chemisier taché, les débris de verre sur le parquet, les visages tendus et hostiles. Son sourire professionnel s'est légèrement effacé, remplacé par une expression de prudence. « J'arrive peut-être à un mauvais moment ?» a-t-il demandé, son regard s'attardant sur moi. Mon père, reprenant contenance, a tenté de jouer la carte de la normalité. « Mais non, maître, entrez, je vous en prie », a-t-il dit d'une voix faussement enjouée. Juste un petit accident domestique. Un verre renversé. Vous connaissez les familles. Il a ri, un rire forcé qui n'a trompé personne, et surtout pas Maître Aubert. Le notaire a posé sa mallette sur une table basse, loin de la zone du crime. Il ne m'a pas quitté des yeux. Madame, a-t-il dit en s'adressant directement à moi, ignorant délibérément mon père. Nous sommes ici pour la signature d'un document important, une convention familiale. La loi est très claire à ce sujet. Pour qu'un tel acte soit valide, le consentement de toutes les parties doit être libre et éclairé. Il a marqué une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Alors, je vous pose la question directement, mademoiselle Léonie. Subissez-vous, de quelque manière que ce soit, une pression ou une contrainte pour signer ce document? C'était ma chance. Ma bouée de sauvetage. Un représentant de la loi et de l'ordre, un élément extérieur à la folie de ma famille, me posait la question. Tous les regards étaient tournés vers moi. Le regard suppliant de ma mère. Le regard menaçant de mon père. Le regard haineux de Coralie. Il me suppliait silencieusement, ou m'ordonnait, de mentir. De dire que tout allait bien.
De sauver les apparences. J'ai senti la voix de Bastien, la force de tante Sylviane, le souvenir de mon voyage annulé. J'ai senti le poids de toutes les factures que j'avais payées. J'ai regardé maître Aubert droit dans les yeux. Ma voix était basse, mais ferme. Il n'y avait plus aucune trace de tremblement. Oui, maître. Un simple mot. Oui. L'effet a été immédiat. Ma mère a haleté. Mon père a serré les poings. Maître Aubert a hoché la tête lentement, comme s'il s'attendait à cette réponse. Je vois. Il s'est tourné vers mes parents. Son ton était plus simplement prudent. Il était glacial. Dans ce cas, il est évident que les conditions ne sont pas réunies pour procéder. Tenter de faire signer un contrat sous la contrainte est non seulement illégal, mais cela peut avoir des conséquences juridiques très sérieuses. Il a repris sa mallette, le bruit sec du fermoir a résonné dans la pièce comme un coup de marteau. Je vous souhaite une bonne soirée, monsieur, madame. Il n'a même pas jeté un regard à Coralie. En passant près de moi pour sortir, il a ralenti imperceptiblement. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a entendu. Tenez bon, mademoiselle, a-t-il murmuré. Le notaire était parti. Le sauveur inattendu. Il avait emporté avec lui leur plan, leur contrat, leur certitude. Il ne restait dans la pièce que la ruine de leur projet et une fureur qui n'avait plus d'exutoire. Et moi, au milieu de tout ça, je commençais à peine à respirer. Le départ de maître Aubert a laissé un vide assourdissant. La porte s'est refermée sur lui, et avec elle, sur toute prétention de normalité. Il n'y avait plus de témoins. Juste nous. Et leur colère. La fureur de mon père, contenue en présence du notaire, a explosé. Dehors, a-t-il hurlé, son visage congestionné. Sors de ma maison. Maintenant. Le mot « ma maison » a résonné. Je n'étais plus la bienvenue. Je n'étais plus de la famille. J'étais une étrangère, une ennemie. Ma mère s'est effondrée en larmes sur un fauteuil, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage et d'humiliation. Leur plan, si parfait, venait d'être anéanti. Par moi. Coralie me fusillait du regard, une haine pure dans ses yeux. Tu as tout gâché. Tout. J'espère que tu es fier de toi. Je ne leur ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. J'ai fait demi-tour sans un mot, suis allé dans l'entrée, j'ai ramassé mon sac à main et la bouteille de vin que j'avais apportée, encore intacte sur la console. Une ironie amère. En passant devant le mur de photos de famille, mon regard a été attiré par les cadres. Coralie à son mariage. Germain diplômé. Les anniversaires des jumelles. Des dizaines de photos, et sur aucune d'entre elles, je n'étais au centre. J'étais toujours sur le côté, un peu flou, ou en train de tenir quelque chose, d'aider quelqu'un. J'étais un accessoire. Pas un personnage principal. J'ai ouvert la porte d'entrée. L'air froid de la nuit lyonnaise m'a saisi, un contraste bienvenu avec l'atmosphère suffocante de la maison. C'était l'air de la liberté. Alors que je descendais les marches du perron, j'ai entendu une voiture démarrer. C'était maître Aubert. Il a baissé sa vitre en arrivant à ma hauteur. Mademoiselle Léonie. Je me suis approchée. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, a-t-il dit d'un ton sérieux. Mais ce que j'ai vu ce soir, ce n'est pas normal. L'abus financier est une forme de violence. Le chantage affectif aussi. Il m'a tendu sa carte de visite. Ceci est mon numéro de téléphone personnel. Pas celui du cabinet. Si vous avez besoin d'un conseil juridique, ou simplement de parler à quelqu'un qui comprend les implications légales de ces situations, n'hésitez pas. Vraiment. J'ai pris la carte, mes doigts tremblants. Merci, maître. Je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien. Vous avez été très courageuse ce soir. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. Il a remonté sa vitre et sa voiture a disparu dans la nuit. Je suis resté un instant sur le trottoir, la carte en main. Un homme que je ne connaissais pas venait de me donner plus de validation et de soutien que ma propre famille en 31 années. Les larmes que j'avais retenues toute la soirée ont commencé à couler. Des larmes de soulagement, de tristesse, de colère, de tout en même temps. Je suis monté dans ma voiture.
J'ai posé le front sur le volant froid. J'ai pleuré pendant 10 minutes, sans bruit, laissant tout sortir. Puis, j'ai essuyé mes joues. J'ai démarré le moteur. Dans le rétroviseur, j'ai vu la maison, toutes lumières allumées. Une scène de crime émotionnel. J'ai appuyé sur l'accélérateur et je suis parti sans un regard en arrière. J'ai appelé Bastien. Il a répondu avant la fin de la première sonnerie. Léonie? Ça va? Sa voix, pleine d'inquiétude, était la chose la plus douce que j'avais entendue de toute la soirée. C'est fait, ai-je réussi à dire, la voix rauque. C'est fini. Je rentre à la maison. Il y a eu une pause. Puis il a dit, très doucement, je t'attends. Je te prépare un thé. En traversant le pont qui enjambe la Saône, j'ai regardé les lumières de la ville se refléter sur l'eau. Lyon était magnifique. Ma ville. Mon foyer. Pour la première fois, je sentais que je rentrais vraiment chez moi. Pas dans la maison de mes parents. Mais chez moi. La bataille n'était peut-être pas terminée, je savais qu'il y aurait des représailles. Mais la guerre d'indépendance, elle, venait d'être gagnée. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la sensation d'avoir dormi 1000 ans. Bastien était déjà parti travailler, mais il avait laissé une tasse de thé fumante et un croissant sur la table, avec un petit mot, fier de toi. Respire. Mon téléphone, que j'avais mis en mode avion en rentrant la veille, était posé sur la table, silencieux. J'ai hésité, puis je l'ai rallumé. C'était un tsunami. 17 appels manqués. 32 messages WhatsApp. 4 messages vocaux. Un email. Tous de ma famille. J'ai commencé par les messages, comme on arrache un pansement d'un coup sec. Ma mère, je n'arrive pas à croire que tu nous aies fait ça. Tu as humilié ton père. Ton égoïsme nous détruit. Coralie, une série de messages haineux, m'accusant d'être jalouse, méchante, et se terminant par une photo de Manon et Inès avec la légende, voilà ce que tu abandonnes. Germain, sérieux Léo s'était abusé hier. Papa est hors de lui. L'email de mon père était court et glacial. Tu n'es plus la bienvenue dans cette maison tant que tu ne présenteras pas des excuses sincères à ta sœur et à ta mère. Je les ai lus, un par un. Et j'ai attendu. J'ai attendu de sentir la culpabilité familière m'envahir, le besoin urgent de réparer, de m'excuser, même si je n'avais rien fait de mal. Mais rien n'est venu. À la place, il y avait une sorte de calme, de distance. C'était comme regarder un film dont je connaissais déjà la fin. Leurs mots n'avaient plus de pouvoir sur moi. Puis, une notification d'un numéro que je ne connaissais pas est apparue. Fier de toi, ma puce. Mettre des limites n'est pas un crime. Ton père a toujours été comme ça. Ta mère aussi. Tu as fait ce que personne dans ma génération n'a osé faire. Vis ta vie. Tante Sylviane. Les larmes me sont montées aux yeux. Ma tante Sylviane, la sœur de ma mère, la spectatrice silencieuse de tous nos drames familiaux. Son message était une bouffée d'oxygène. La validation dont j'avais désespérément besoin. Ce message m'a donné la force de faire ce que j'aurais dû faire depuis des années. J'ai ouvert mes applications bancaires, un par un, j'ai supprimé tous les liens financiers avec eux. L'abonnement téléphonique de Germain que je payais, temporairement, depuis 2 ans. Le virement mensuel pour aider mes parents avec les charges. J'ai bloqué leur numéro de téléphone. Pas par haine. Par instinct de survie. Puis, j'ai écrit un email, le dernier. Je ne me suis pas justifié. Je n'ai pas argumenté. Je vous aime, mais je ne peux plus continuer comme ça. Pour ma santé mentale, j'ai besoin de prendre de la distance. Je vous contacterai quand je serai prête. Prenez soin de vous. Léonie. Le week-end suivant, Bastien et moi avons visité un appartement de Canu à vendre, juste en bas de ma rue. Il était dans son jus, poussiéreux, avec du papier peint démodé. Mais la lumière qui entrait par les fenêtres de 4 mètres de haut était magique. En plein milieu du salon, il y avait une immense cheminée en marbre. Il y a beaucoup de travail, a dit Bastien. Je sais, ai-je répondu en souriant. Mais c'est notre travail. À nous. Nous avons fait une offre le jour même.
Dire « non » à ma famille a été la chose la plus terrifiante et la plus libératrice de ma vie. Oui, j'ai perdu la famille que je pensais avoir. Mais en réalité, je ne l'avais jamais vraiment eue. J'étais une fonction, pas une personne. En disant non, je me suis enfin trouvée. J'ai appris que la paix avait un prix, et ce prix, c'était le courage de choisir sa propre vie. La vraie famille, ce n'est pas forcément celle du sang. C'est celle qui vous aide à grandir, pas celle qui vous maintient petit. Sébastien, c'est tante Sylviane, c'est peut-être même Maître Aubert. Ce sont les gens qui vous voient pour qui vous êtes, pas pour ce que vous pouvez leur donner. Cette histoire, c'est la mienne. Mais je sais que je ne suis pas la seule. La pression familiale, qu'elle soit financière ou émotionnelle, est un fardeau que beaucoup portent en silence. Si vous aussi, vous avez dû faire un choix difficile pour vous protéger, pour préserver votre bien-être, partagez votre expérience dans les commentaires. Votre courage pourrait inspirer quelqu'un qui, en ce moment même, a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Ensemble, nous pouvons nous rappeler que nous avons le droit de dire non.